c'est l'idée qu'on avait avec ce nouveau temps d'échange, c'était de pouvoir proposer un moment de communication interne qui puisse permettre aux agents de connaître un peu les projets qui étaient portés par l'agglomération. C'est aussi un moyen pour nous de valoriser le travail que font les différentes directions et qu'ils puissent expliquer la manière dont ils conduisent leurs projets. Donc, c'est une valorisation du travail de chacun. Et ces webinaires auront aussi une vocation, pas forcément à être centrés sur les projets de l'agglomération, mais pourront évoquer aussi des sujets un peu transversaux qui peuvent avoir un intérêt dans le quotidien des agents, mais qui peuvent aussi concerner la vie de tous les jours. Donc, vous avez dû recevoir une invitation ce matin, notamment pour un prochain rendez-vous qui sera consacré à l'égalité femmes-hommes le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir proposer des temps d'échange où vous êtes invités à poser vos questions. Hein. L'idée c'est qu'on soit sur quelque chose de vivant. C'est pas, le but c'est pas d'avoir quelqu'un qui parle tout le temps et puis qui vous fasse un exposé complet. Le but, c'est que vous puissiez poser vos questions, interroger les intervenants. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à réagir. Oh, je rectifie le son, c'est bon. Merci Benoît. Bon, merci, bonjour à toutes et tous. Merci de prendre un peu de votre temps ce midi pour échanger sur le sujet de la mobilité. Bon, je vais faire une présentation assez rapide. Vous n'hésitez pas à intervenir en cours de présentation. L'objectif, c'est que on puisse échanger et que je puisse répondre à vos questions, tout en sachant qu'on est encore à ce stade du projet sur des choses assez je dirais générales, parce que le projet de mobilité, il va rentrer dans sa phase opérationnelle au cours de l'année. Et donc, on n'a pas encore d'éléments, je dirais, très concrets à vous communiquer. On n'a pas des fiches horaires précises, on n'a pas encore les véhicules, etc. Mais tout ça, ça va arriver dans les prochains mois. Mais c'est déjà l'objectif qu'on avait avec Benoît et puis la direction de la communication, c'est de pouvoir vous présenter ce qui a été présenté aux élus, ce qui a été, je dirais, acté en termes de stratégie ces dernières semaines, que vous avez pu aussi voir aussi apercevoir peut-être des choses dans la presse locale et les différents médias. Et donc, qu'est-ce qui se trame derrière des tirés à part ou derrière des articles? Voilà, c'est un peu l'objectif de notre échange de ce midi. J'enchaîne, Benoît, ou... Vas-y. Ouais, ok. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, je peux des fois utiliser des termes barbares, techniques, des acronymes, donc vous m'alertez, je ne me rends pas compte, donc il ne faut pas hésiter. Donc, l'élément de contexte, donc, comme vous savez, l'agglo a été créée il y a 4 ans. C'est une double évolution pour nous, la direction de transport mobilité, parce que d'une part, il y a une échelle complètement nouvelle du territoire pour organiser cette politique publique. Bon, ça, c'est le cas pour toutes les politiques publiques, mais quand on développe un réseau de transport, on a rarement l'opportunité de le déployer à une échelle comme l'agglomération du Cotentin. Ce sera le plus vaste réseau de Normandie et un des plus vastes de France. Et la particularité, c'est qu'on hérite de deux réseaux, en tout cas un réseau complet, le réseau Zephyrbus, et puis une partie de l'ancien réseau Manéo. Et ça, c'est quasiment unique en France parce que c'est la taille du territoire et puis le fait qu'il soit presque insulaire qui fait qu'en fait, il y avait 6 lignes, donc 4 annuelles du réseau Manéo qui étaient entièrement dans le ressort de l'agglomération. Puisque en fait, à partir du moment où une ligne de transport est intégralement dans le ressort de l'agglomération, c'est l'agglo qui est compétente. Et quand une ligne de transport dépasse, ce serait même ne serait-ce que d'un arrêt,
le périmètre de l'agglomération. Dans ce cas-là, c'est la région qui est compétente. C'est la répartition des compétences dans le transport. Donc, la particularité, c'est qu'on a tout un tas de lignes de l'ancien réseau Manéo qui sont intégralement dans le territoire du Cotentin. Et ce qui nous a permis tout de suite de se projeter vers un réseau Cotentin unifié, puisqu'on avait déjà un certain nombre de moyens affectés de par les transferts de compétences par la région et enseignement par le département. Et donc, voilà, ces lignes interurbaines. Et puis aussi, derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est 136 circuits scolaires qui sont désormais directement gérés par la direction de transport mobilité. Donc, on part déjà sur ce grand défi du territoire. Et puis, le deuxième grand défi qui est propre à l'évolution de la compétence transport-mobilité, c'est justement transport et mobilité, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas uniquement du transport en commun. Historiquement, les agglomérations, les communautés urbaines, les métropoles étaient autoritaires organisatrices des transports. Notamment, c'est une loi des années de 1982 qui s'appelle la loi Lotti qui établit le régime de financement avec le versement de transport, avec du coup, les grandes autorités organisatrices des transports, les réseaux urbains. Et depuis 2015 avec la loi NOTRe et plus encore avec la loi de 2019 d'orientation des mobilités, il y a un champ de compétences qui s'est considérablement élargi, puisque non seulement on pilote l'organisation des transports en commun, mais on doit s'intéresser à l'ensemble des mobilités dans notre périmètre, donc plutôt des mobilités du quotidien. Ça inclut les mobilités de personnes, évidemment, mais aussi les mobilités de marchandises. Alors, aujourd'hui, il y a très peu d'agglomérations qui ont une stratégie sur cette volet-là, mais voilà, ça peut faire partie aussi de la compétence mobilité. Et donc, quand on parle de mobilité, déjà rien que de personnes, ça inclut évidemment la question de la voiture, de son usage, que ce soit individuel, mais collective, et puis tout ce qui est mobilité active, c'est-à-dire je suis piéton, je prends mon vélo, ma bicyclette, ma trottinette, etc. En fait, on est passé, pour prendre par exemple le Cotentin, 2% des déplacements se faisaient en transport en commun, quand on a fait la dernière enquête ménage en 2016. Donc, on passe d'une autorité qui s'occupe de 2% des déplacements de son territoire à 100%. Donc, ça dit un peu l'étendue de ce qu'on a à traiter. Donc, c'est considérable, voilà, étendue du périmètre et puis étendue de la compétence concomitamment. Et ça, c'est vraiment la spécificité du projet mobilité pour le Cotentin. Donc, on avait deux réseaux de transport en commun, Zephyr Bus et Manéo, que vous connaissez. Et l'objectif, c'est de mettre en place un réseau unique. Alors, c'est qu'un volet de la stratégie globale. La stratégie globale, c'est le plan de déplacement du Cotentin qui la fixe. Donc, c'est une démarche qui avait été lancée en 2017. 2018, il y a eu la phase de diagnostic. 2019, la phase stratégie et l'élaboration du plan d'action qui a été arrêté en conseil communautaire juste avant la fin du dernier mandat, donc en février, il y a un an. Il y a un an tout juste, jour pour jour d'ailleurs. Et donc, ce plan de déplacement, il fixe 3 grands enjeux qui sont transversaux. Le premier enjeu, c'est vraiment sur l'aspect de transport en commun, puisque c'est un enjeu particulier dans notre territoire, puisqu'il y a ce réseau Cotentin à construire. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de rééquilibrage de la place des différents modes de déplacement. Donc là, on est le lien entre l'aspect service vélo, service de covoiturage, de mobilité, et puis l'aspect aménagement, puisque pour équilibrer la place des modes de déplacement, eh bien, il faut revoir la voirie, revoir l'espace public qui a été construit depuis maintenant un siècle à peu près pour l'usage automobile et pour l'accélération des vitesses. Donc, il y a forcément un rééquilibrage en surface et en aménagement à opérer pour pouvoir faciliter les usages. Et puis, le troisième enjeu, il est aussi important du fait de la double révolution que j'évoquais, c'est l'accompagnement dans l'évolution des pratiques de mobilité. Donc, l'aspect conseil en mobilité, accompagnement des employeurs qui financent la politique de mobilité, donc employeurs publics et privés,
Et puis, tout ce qui est la communication, la promotion, l'accompagnement aussi d'acteurs extérieurs, comme par exemple la région, pour faire valoir aussi les intérêts du territoire, non seulement à l'intérieur de son périmètre, mais aussi il y a une vraie problématique. Voilà, on est dans le Cotentin, il y a une problématique d'enclavement, donc c'est aussi l'enjeu de pouvoir porter un message pour faciliter le désenclavement et les connexions vers l'extérieur. Donc là, on est dans les phases administratives. Il y a eu la consultation des personnes publiques associées. Donc ça, c'est les communes principalement les communes et toutes les entités publiques qui doivent être consultées obligatoirement quand il y a un plan comme ça, un plan d'urbanisme, donc comme les PLU, comme le programme local de l'habitat. Donc voilà, on a une procédure réglementaire d'approbation. Et puis ensuite, il y a une phase d'enquête publique qui devrait démarrer au printemps, où là, il y a une commission d'enquête qui est désignée et qui réalise cette enquête publique où le plan de déplacement est officiellement diffusé de manière large pour recevoir des avis de tout à chacun. Et puis, il y aura une approbation définitive en septembre, on va dire au plus tard, fin d'année 2021, en conseil communautaire. Mathieu, on peut peut-être revenir sur la constitution, sur l'élaboration du plan de déplacement, sur les différentes expérimentations qui ont été mises en place justement par l'agglomération. Quand tu parlais de changer les pratiques de mobilité, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites pour voir justement un peu le ressenti de la population et comment justement l'agglomération pouvait sortir peut-être un peu justement du tout voiture ou juste des transports en commun, mais proposer d'autres solutions. Ouais, ok. Je ne sais pas si parmi les participants à cet échange, si vous avez entendu parler de justement de ce qui avait été mis en place avec que ce soit la location de vélos électriques, assistance électrique ou le transport à la demande. Du coup, je te laisse parler. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, même voilà, sur le plan de déplacement. Je peux en parler longtemps, mais il faut que j'arrive à être un peu synthétique. Alors, je vais revenir là-dessus. Et puis, juste, donc, le plan de déplacement, voilà, c'est la stratégie globale. Et donc, cette stratégie, ce que j'évoquais, c'est la combinaison. Si on exclut l'aspect transport de marchandises qui aujourd'hui qui est difficile à appréhender encore par les collectivités locales, mais sur le déplacement de personnes. Donc, il y a la brique transport en commun, qui ont tous les services qu'on peut imaginer, la brique mode actif, piéton, vélo, trottinette, l'accessibilité au sens large, parce que il y a aussi toute une politique d'accessibilité des quais, des cheminements pour les personnes à mobilité réduite, etc. Et puis, tout ce qui est lié à la voiture partagée, tout en sachant que l'objectif quand même législatif est la base depuis les années 70 des politiques de transport et de mobilité maintenant, c'est quand même la question environnementale qui la porte. C'est la dimension pollution localisée et puis de plus en plus la question de transition énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique. Évidemment, il y a d'autres objectifs sociaux, économiques, d'attractivité, etc., etc. Mais c'est complètement cette politique, elle est complètement liée d'une part à la décentralisation et d'autre part à la question climatique et environnementale. Et vous pourrez retrouver donc sur le site, je vous ai mis le lien, je peux vous le renvoyer. C'est la petite vidéo, le motion design, qui a été fait avec la direction de la communication présentée aux élus et qui synthétise voilà, l'enjeu, je dirais, un peu à 360 degrés de la nouvelle offre de mobilité Cotentin. Donc, pour répondre à la question de Benoît, et puis après, je vous laisserai peut-être, voilà, si vous voulez intervenir. Évidemment, ça s'est fait progressivement. Depuis 2017, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place qui nous amènent aujourd'hui à aboutir sur le réseau unique. Alors, en 2017, je l'évoquais, il y a le lancement du plan de déplacement qui, j'évoquais en 2018, il y a eu différentes phases qui se sont étalées jusqu'à aujourd'hui. De manière opérationnelle, en 2018, il y a eu l'acquisition des premiers bus hybrides. C'était une première sur le territoire.
Il y a des réflexions actuellement en cours pour aller plus loin, que ce soit sur le biogaz, donc le bio-GNV, ou une motorisation électrique en urbain. Mais voilà, c'est une première étape. Et puis, une étape importante qui va se traduire de manière plus généralisée cet été, c'est la mise en place d'une billettique moderne. Avant, vous aviez des tickets que vous deviez poinçonner quand vous entriez dans les bus, des tickets papier. Et depuis 2018, sur Réseau Zéphyr a été mis en place une billettique sans contact. Donc, vous avez une carte de bus qui est rechargeable. Et cette carte, elle est associée à un compte numérique. Et donc, demain, c'est important parce qu'on va la déployer sur tout le réseau Cotentin. Et cette carte-là, on peut imaginer qu'elle serve à utiliser le bus à Cherbourg, le car dans le Cotentin, mais aussi le transport à la demande, mais aussi ouvrir demain un box vélo, mais aussi peut-être prendre un vélo en libre service si demain c'était lancé. C'est une carte, c'est un pass mobilité qui fait la connexion entre tous les modes. D'accord. Et juste une question sur cette carte-là, si on est touriste, comment tu acquiers, enfin, comment tu l'as? Est-ce que c'est possible de l'utiliser juste à la journée, très ponctuellement? Oui, tu as un titre. Alors, tu as deux types de titres. Tu as la carte qui est plutôt associée aux abonnements. Et puis, tu as un titre, en effet, qui est magnétique, qui est un titre qui peut être utilisé pour un voyage, qui est rechargeable. C'est-à-dire tu peux mettre sur ton… C'est réutilisable, tu peux mettre 5, 10 voyages ou un voyage. Et puis, tu peux mettre aussi là-dessus un titre à la journée. Voilà. Dans la tarification, il y aura un titre journée. Donc, voilà. Donc c'est le même fonctionnement, sauf que c'est une petite carte un peu plus souple. Voilà. C'est la même chose que vous retrouverez à Caen, par exemple, avec Twisto. Donc, ensuite, en 2019, Benoît l'évoquait, on a lancé des expérimentations pour accompagner la réflexion sur le plan de déplacement. Parce que bon, un plan de déplacement, ça pouvait paraître un petit peu un truc de fonctionnaire quoi, au départ, et puis très théorique. Donc, il fallait que ce soit concret, il fallait aussi susciter une adhésion et rendre les choses voilà, un peu palpables à la fois pour la population, pour les élus. Donc ça c'est, je pense qu'en termes de méthodologie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas attendu, je dirais, la grande messe de 2021 pour lancer des choses. On a mis en place très rapidement en 2019, je dis très rapidement parce que je suis arrivé début 2019 et à l'été, on avait lancé ces services-là. Donc ça a permis en termes managériels de mettre en place une dynamique projet en interne. Ça a permis de fédérer, de faire parler de la politique mobilité qui était quelque chose où même le terme mobilité n'existait pas. On a créé à ce moment-là, avec la direction de la com, la déclinaison de la marque d'attractivité, donc le hashtag Mobilité Cotentin, qu'on a depuis décliné, tout en sachant que c'était une marque temporaire avant le réseau unique. Ça a permis aussi de tester des solutions qu'on a repris dans la nouvelle offre. Ça a permis de challenger les exploitants. Ça a permis aussi, sur la location de vélos assistance électrique, d'imaginer un partenariat avec une structure d'insertion pour dissocier, avoir plusieurs opérateurs, pas tout mettre tous nos œufs dans le même panier, mais d'avoir un opérateur transport efficace, mais aussi, pourquoi pas, d'autres opérateurs sur d'autres services. Donc là, en l'occurrence, c'est la société Filetter qui a obtenu le contrat pour 2 ans sur le vélo assistance électrique et qui a pu monter aussi en compétences et recruter grâce à ce service-là. Et puis évidemment, d'avoir des premiers retours d'usagers et de savoir si on partait sur la bonne direction. Donc vous avez j'ai mis les photos des différentes expés. Le vélo assistance électrique, on a lancé 85 vélos, avec 85 vélos, le service de location longue durée en septembre 2019. Aujourd'hui, il y en a 200 et le service est complètement saturé. Donc, on réfléchit là, on va faire l'acquisition de 200 vélos supplémentaires. On sera à 400 à la fin de l'année ou plus tard. On espère pour l'été, mais c'est un petit peu compliqué actuellement les acquisitions.
Vous avez en haut, là, on a testé une navette centre-ville à Cherbourg-en-Cotentin avec un véhicule électrique et une application de géolocalisation qui vous permettait de voir en temps réel votre bus se déplacer sur la carte. Donc ça, on a réutilisé le système de géolocalisation qu'on va généraliser à l'ensemble du Cotentin. Donc demain, vous aurez une application unique avec la possibilité de géolocaliser votre bus, savoir quand est-ce qu'il arrive et de voir se déplacer sur la carte. Et puis, en bas à droite, vous avez le transport à la demande qui se base aussi sur une application innovante. On a été un des premiers territoires à développer le système. Et l'objectif, c'est d'apporter une solution plus souple qu'une ligne régulière dans le rural, qui permet à un usager, via l'application ou par téléphone, de manière plus classique, de réserver sur une plage horaire ouverte, c'est-à-dire on dit le service il est disponible de 7h à 19h. Et en fonction de la disponibilité du véhicule, vous réservez votre horaire de départ et d'arrivée. On vous confirme l'horaire d'arrivée. Vous ne savez pas par où le véhicule va passer parce que peut-être qu'il va faire des détours pour récupérer d'autres personnes. Et in fine, voilà, on vous assure que à telle heure, vous serez à votre point d'arrivée. Donc, c'est un dispositif qui est, je disais, qui est assez innovant parce que jusqu'alors, le transport à demande, alors il y en avait un petit peu qui existait sur le territoire. Et il fallait appeler une centrale par téléphone, ça se faisait uniquement par téléphone, et vous deviez réserver au moins la veille, et vous aviez un horaire déterminé et un circuit déterminé. Et là, vous pouvez réserver jusqu'à 30 minutes avant. Donc, vous avez un besoin, je ne sais pas, d'aller voir quelqu'un ou d'aller au marché ou je ne sais pas quoi à proximité, vous pouvez solliciter dans la journée, même jusqu'à une demi-heure avant le service. Il n'y a pas d'horaire prédéterminé, c'est en fonction de la demande. Et il n'y a pas d'itinéraire non plus déterminé, puisqu'en fait, on définit une zone, donc on établit des points d'arrêt. Vous pouvez, le véhicule ne va pas devant chez vous, mais vous pouvez rejoindre le point d'arrêt le plus proche. Et vous dites juste, je vais aller d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt dans la zone. Donc ça, on prévoit de le déployer progressivement sur tout le Cotentin. Il y a combien de véhicules comme ça? Alors là, il n'y en avait qu'un seul dans le test, mais c'était le territoire de l'Acer, c'était tout petit. On avait une offre qui était très, je dirais, très élevée par rapport au territoire. Pour l'instant, on a prévu 5 zones. Une zone Cherbourg et la première couronne. Donc, c'est-à-dire toutes les communes et communes déléguées limitrophes. Donc là, il y aurait 3 véhicules pour l'ensemble de cette zone-là, sachant qu'on ne pourra pas aller d'un bout à l'autre. On ne pourra pas faire Urville-Nacqueville, par exemple Digoville, par ce système-là. Le système permettra de faire Urville-Nacqueville, Carqueville, et puis à Carqueville, on fait une correspondance avec le bus. Donc, il y a 3 véhicules pour Cherbourg et 2 véhicules par zone en dehors de Cherbourg. Donc, il y a une zone qui est Saint-Pierre, Val-de-Serre, une zone qui est Cœur-Cotentin-Montebourg, une zone Côte des Îles, Vallée de l'Auve et l'ouest, donc La Hague, Les Pieux. Sachant qu'on n'a pas encore défini exactement les périmètres parce qu'il y a des porosités. Il faut imaginer que l'objectif, c'est de rejoindre, grosso modo, les deux objectifs, c'est rejoindre les principaux centres-bourgs quand on est dans un village où il n'y a pas de transport autre que le transport à demande. Et puis, c'est aussi faire sa correspondance avec les lignes régulières. Donc, j'habite, par exemple, Aumont-Ville-la-Rogue. Je veux aller à Cherbourg. Je peux solliciter le transport à demande pour rejoindre Beaumont et ses équipements, mais aussi prendre la future ligne A à Beaumont. Et là, avec le même ticket, puisque du coup, la billettique sera acceptée, vous aurez votre passe, vous validerez à l'intérieur du transport à demande. Et du coup, à partir du moment où vous validez, vous pouvez faire votre correspondance ensuite avec l'autocar et rejoindre Cherbourg. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà mis en place avec l'Acer, puisqu'on avait étendu les gens qui utilisaient le service, payaient un ticket Zéphyr,
et donc pouvaient, une fois qu'ils avaient pris un ticket 1 heure Zephyr ou avec leur abonnement Zephyr, d'ailleurs c'était beaucoup des jeunes qui étaient déjà abonnés Zephyr, mais les parents les emmenaient en voiture à Tour-la-Ville et ensuite ils utilisaient le réseau Zephyr. Et ben là, ils n'avaient même plus besoin de solliciter les parents, ils appelaient ou ils réservaient via le smartphone surtout. Le véhicule venait au point d'arrêt le plus proche et donc ils utilisaient leur passe, leur abonnement voilà, pour utiliser le TAD puis faire leur correspondance à Charleroi. Et en 2020, une autre étape importante qui a été menée dans la direction, c'est la reprise des transports scolaires et des lignes interurbaines, puisque donc à partir de 2017, on était compétent sur ces lignes régulières et circuits scolaires de notre territoire, mais on n'avait pas de moyens pour les gérer. Donc, ce qui avait été convenu à cette époque, à ce moment-là, c'était de faire une convention avec la région Normandie pour que les services qui étaient basés à Saint-Lô continuent à opérer les services du Cotentin qu'ils opéraient déjà en attendant qu'on soit capable de porter quelque chose en interne. Et donc, on a recruté un collègue pour exploiter du coup les transports non urbains, Jean-Jacques. Et puis David, qui est passé responsable, David Alexandre, qui était sur les aspects contractuels, à préparer tous les marchés scolaires et interurbains, a été positionné en responsable d'unité. Donc, on a été en capacité au cours de l'année 2020 de récupérer d'un seul coup les 136 circuits scolaires et les lignes régulières du réseau. Et donc, on a fait la première rentrée au 1er septembre. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 6500 élèves qui sont transportés chaque jour sur le Cotentin. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Bon. Juste une petite, donc je continue. Sinon, je pourrais te poser des questions en direct aussi, mais tant qu'on y est. Une question un peu juste néophyte, mais sur ces expérimentations-là, à chaque fois, vous êtes passé sur des marchés ou est-ce que vous avez pu faire des expérimentations avec des partenaires? Comment ça s'est construit? Très bonne question. Alors, c'est vrai que je n'ai pas évoqué les modes de gestion. On a fait 3 choses différentes. Sur l'expérimentation du centre-ville, sur l'exploitation, donc sur la navette centre-ville, l'exploitation était assurée par notre délégataire, transport urbain, donc via la DSP, donc c'est Keolis. Keolis a loué ce véhicule-là, qui était un véhicule qui était testé pour la première fois par le groupe. Il a contractualisé avec une start-up qui a fourni l'application logicielle qui permet la géolocalisation. Donc là, on est passé via notre DSP. Pour le transport à la demande, on est passé pour l'exploitation, donc le chauffeur et le véhicule étaient fournis par l'exploitant, donc par Keolis. Mais la solution logicielle de réservation et le système algorithme qui permet de répondre à la demande, ça c'est une start-up qui s'appelle Padam Mobilité, qu'on est allé voir nous-mêmes, la direction, et avec laquelle on a contractualisé via un nouveau format qui s'appelle les marchés innovants. Sachant que juste avant qu'on lance l'expérimentation, il y avait eu une réforme des marchés publics qui relevait le seuil à 100 000 € pour les marchés expérimentaux. Et donc, on peut se passer de la mise en concurrence. C'est ça le gros intérêt, on peut se passer de la mise en concurrence avec ces marchés-là, à condition qu'il y ait une dimension innovante. Donc, la dimension innovante, elle s'entend au sens large, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un service qui est innovant pour le territoire, on peut passer par ce dispositif-là. Et là, je dirais que ce qui a rassuré en interne et qui a facilité la prise de décision très rapidement, c'est que le service était à la fois innovant pour le territoire, mais il était aussi innovant en sens large, puisque le système avait été déployé qu'1 an auparavant pour la première fois à Orléans. Et donc ça nous a permis, ce qui est très intéressant avec ce dispositif-là, c'est que pour la start-up, c'était aussi un de ses premiers déploiements. Donc, on a vraiment designé ensemble le service
avec l'opérateur et avec la start-up. Et on a été en capacité, vu que c'était un marché souple, de faire évoluer en cours de marché. C'était uniquement 6 mois, mais en 6 mois, on a fait des ateliers de concertation avec les habitants, on a modifié des points d'arrêt. Donc, c'est-à-dire que la startup a remodifié des paramètres dans son système. Donc voilà, c'était vraiment sur l'aspect expérimental jusqu'au bout, sur un temps très court. Peut-être le retour d'expérience, c'est que 6 mois, c'est très court, ça passe extrêmement vite. Donc, c'est quand même plus intéressant si ça rentre dans les 100 000 € de faire sur un an, par exemple. Ça laisse le temps aussi derrière d'avoir des temps intermédiaires de l'évaluation. Mais en tout cas, c'est vraiment enrichissant comme méthodologie parce que ça sort du principe de client, du rapport on est autorité et on a des clients. Là, on était vraiment en co-construction de la solution. Et puis sur le vélo, donc c'était un marché classique pour le coup, qui était ouvert, mais avec des clauses d'insertion particulièrement poussées pour que ça privilégie un acteur de l'ESS et local. Donc cette année, je le disais, c'est une année un peu fondatrice pour la politique publique, puisqu'au 1er juillet, et puis 1er septembre, on va avoir des grands jalons qui vont poser les choses pour plusieurs années. Donc déjà, au 1er juillet, il y aura une nouvelle délégation de service public transport. On a lancé à l'été 2019 la procédure de passation de la nouvelle DSP. Donc là, on est en fin d'attribution. La DSP sera attribuée au Conseil communautaire du 6 avril et elle rentrera en vigueur, elle sera effective au 1er juillet 2021 pour 7 ans. Donc c'est une DSP transport en commun qui exclut les services de vélo ou d'autres services de mobilité qu'on passera par ailleurs par marché et à l'échelle de tout le Cotentin, alors que la DSP actuelle était à l'échelle de Cherbourg en Cotentin. Deuxième aspect, c'est la tarification unifiée. Il y a eu une délibération qui est passée au dernier conseil. Donc, les élus ont voté sur une nouvelle grille tarifaire qui repose à la fois sur un titre unique. Donc, vous aurez le même coût du trajet que vous fassiez Port-Bail-Cherbourg ou que vous vous déplaciez dans Cherbourg. Ce sera 1 € le titre unitaire ou un abonnement unifié. Et puis, le deuxième aspect important, c'est qu'il y aura une dégressivité solidaire sur la base du quotient familial, qui est une nouveauté sur le territoire, qui existe dans de plus en plus de réseaux, qui permet une prise en compte beaucoup plus équitable des différentiels de revenus. Je sais que ça existe, par exemple, pour les piscines à Cherbourg-en-Cotentin. Ça avait été mis en place. Mais pour les transports, aujourd'hui, c'était uniquement les détenteurs du RSA qui avaient la gratuité. Donc, voilà, c'est un dispositif beaucoup plus équitable. Et puis, j'ai déjà évoqué le pass mobilité unique pour l'ensemble des services. Donc, c'est l'extension de l'outil billettique à l'ensemble du Cotentin. Le déploiement d'outils numériques nouveaux. Il y aura un nouveau site internet associé à une application mobile. Et ces deux outils, la particularité, c'est qu'il y aura un dispositif, un calculateur d'itinéraire, qui vous permettra, comme sur Google Maps, quand vous allez à Paris ou vous allez dans d'autres agglomérations, Google Maps, vous pouvez avoir les itinéraires en transport, en commun ou en vélo. Et bien là, l'outil qui sera déployé par l'agglomération permettra de faire ça. Donc, vous pourrez avoir un calculateur d'itinéraire à la fois pour le vélo, pour la voiture et puis pour les transports en commun. Et puis, une nouvelle marque mobilité, donc Zephyr Bus et puis Manéo vont disparaître sur le territoire. Et donc, on est en train d'être accompagné par un cabinet, une agence pour pouvoir choisir une nouvelle marque. Et puis, il y a tout un nouvel univers graphique et un plan de communication. Donc là, on a aussi recruter quelqu'un, une chargée de mission, donc Noël,
Hubert Blanchard, qui était déjà dans la collectivité avant, dans le même bureau que Marion, et qui a rejoint l'équipe en septembre pour pouvoir piloter ce projet-là, avec l'objectif aussi là de structurer une équipe, une unité plus largement avec l'aspect promotion de la marque, l'aspect concertation avec les citoyens, les usagers, les entreprises, et l'accompagnement des acteurs dans l'évolution des pratiques en conseil en mobilité. Notamment, on a un vrai enjeu d'accompagner les entreprises du territoire, puisqu'elles vont financer une grande partie du projet, donc être en capacité de leur apporter des services, mais aussi de les aider dans leur stratégie RSE liée aux mobilités. J'avais une question à ce niveau-là concernant le transport domicile-travail. Aujourd'hui, en urbain, il est à peu près possible. En périurbain, il est pratiquement impossible d'avoir un transport en commun ou un transport partagé presque pour aller de son domicile au travail. Est-ce que c'est un axe qui rentre dans le plan du réseau du Cotentin? Oui, tout à fait, c'est un axe important. C'est vrai que je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais on s'occupe de tous les modes de déplacement, mais on s'occupe aussi de tous les usages. C'est peut-être une différence, je dirais, avec le réseau actuel, c'est qu'aujourd'hui, Manéo, 99% des usagers, c'est des scolaires. Et traditionnellement, c'est vrai que même le réseau Zéphyr, c'est essentiellement des scolaires ou des personnes qu'on dit maladroitement captives, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas d'alternative que le transport en commun pour se déplacer. Il y a très peu de gens qui prennent le bus aujourd'hui parce qu'ils le veulent et ils auraient d'autres alternatives, mais ils considèrent que voilà, pour des raisons de praticité, économiques ou écologiques, ils prennent le bus. Et l'objectif demain, c'est de répondre à beaucoup plus d'usages et notamment les domiciles travail. Alors, je vais venir peut-être sur le déploiement de la nouvelle offre, mais l'objectif, c'est en effet déjà d'apporter des services de transport en commun qui desservent les principaux pôles d'emploi. On ne pourra pas desservir toutes les entreprises, évidemment, mais on va dire au moins les principaux pôles qu'on apporte une desserte. Ça, c'est la première base. Après, il y a d'autres services qu'on peut imaginer en lien avec l'accompagnement de ces entreprises. Il y a le covoiturage, qui, je pense, a un vrai potentiel pour le domicile-travail, plus encore que le transport en commun. Il y a aussi le vélo. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens en fait, dans le Cotentin habitent pas si loin que ça de leur travail, surtout avec le vélo à assistance électrique. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il faut savoir qu'il y a 2/3 des déplacements qui font moins de 3 km à Cherbourg en Cotentin. C'est à peu près la moitié dans l'agglo. Si on prend les distances domicile-travail, c'est à peu près 11 km en moyenne, la distance domicile-travail. Et un vélo à assistance électrique jusqu'à presque 10 km, c'est tout à fait compétitif, acceptable, voilà. Surtout en urbain. Donc voilà, il y a aussi une réflexion à avoir sur le vélo, particulièrement le vélo à assistance électrique, parce que voilà, le territoire est ce qu'il est, c'est pas La Rochelle, donc voilà, il faut pouvoir monter les côtes et supporter le vent. Mais voilà, en effet, il y a une approche à avoir et à développer vers les entreprises. Bon, le déploiement, il va être progressif de la nouvelle offre. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté pour que les élus aussi communiquent là-dessus. C'est qu'on ne pourra pas tout faire cette année et que les choses vont mettre plusieurs années pour se déployer. Et c'est aussi en lien avec les projets d'aménagement, parce qu'à un moment, on peut avoir beaucoup d'ambitions sur les services, mais s'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'aménagement qui permettent à ces services d'être efficaces, c'est pas la peine de les déployer, quoi. Donc 2021, on en a parlé, il y a des premières étapes, c'est le lancement des lignes interurbaines, c'est-à-dire lancer ce réseau Cotentin vraiment qui va mailler le territoire. C'était la première des priorités.
avec notamment la desserte de pôles d'emploi qui ne sont aujourd'hui pas desservis. Je vais vous montrer le schéma après. On prévoit de développer aussi le service de vélo assistance électrique. On va relancer un marché à la rentrée de septembre pour la gestion et l'exploitation du service de location longue durée, avec une flotte de vélos, je vous en ai parlé, qui est à la hausse. Et puis, donc, en 2000, oui, il y a aussi d'autres expérimentations. Donc, on lance d'autres services autour de la voiture partagée. Donc, avec la Hague, il y a un projet pour cette année de dispositif d'autostop solidaire, où l'idée, ce serait de définir un peu comme le transport à demande, un maillage de points où les gens se rendraient pour faire de l'autostop, mais où il y aurait un intermédiaire qui serait la commune pour s'inscrire et puis avoir des badges qui montrent qu'on fait partie d'une communauté. Voilà, c'est vraiment sur du transport solidaire. Et puis, par ailleurs, on mène des études pour tester des solutions de covoiturage un peu nouvelle génération aussi, basée sur la mise en relation via des smartphones. Donc ça, c'est pas encore, on n'a pas eu le temps et puis on a été pas mal perturbé par la période Covid pour avancer cette année, mais on espère pouvoir le développer début d'année prochaine. En 2022, on va compléter le réseau de transport Cotentin structurant par le transport à la demande. Donc, je reprends l'image que prend souvent Arnaud Catherine, le vice-président chargé de transport mobilité, qui est les lignes, c'est les branches, et puis le transport à demande, c'est le feuillage. Donc, c'est ce qui va venir compléter. On ne pourra pas mettre des lignes de transport en commun pour toutes les communes. Par contre, l'engagement, c'est que les 129 communes du territoire aient au moins un point d'arrêt de transport à demande. En 2022, on va lancer aussi sur l'aspect vélo un schéma directeur. Donc, on devra travailler avec le département et puis les communes qui sont compétentes en matière de voirie, qui viendra compléter l'ambition sur le vélo du territoire. Et puis en 2023, au début 2024, on verra comment on tient le calendrier. L'objectif, c'est d'aboutir sur le réseau de transport au réseau cible qu'on a imaginé dans le cadre de la nouvelle délégation de service public. Et ce réseau cible, il repose sur la réalisation du projet Bus Nouvelle Génération à Cherbourg-en-Cotentin, qui est un projet qui va permettre d'améliorer la performance du réseau de transport du Cotentin au sens large, à la fois des lignes urbaines, mais aussi des lignes interurbaines qui vont pouvoir se connecter avec le réseau urbain et stationner de manière beaucoup plus efficace autour de la gare de Cherbourg-en-Cotentin, qui va devenir un véritable pôle d'échange multimodal et permettre les correspondances avec les différents modes, y compris le ferroviaire. Et je ne l'ai pas évoqué, mais on a l'ambition aussi d'intégrer l'offre ferroviaire à l'offre de mobilité, c'est-à-dire qu'avec la tarification et le pass mobilité Cotentin, on puisse utiliser le Cherbourg-Valognes. Donc ça, il y a des négociations qui sont en cours avec la région, qu'on espère pouvoir faire aboutir au plus vite. Ce ne sera peut-être pas cette année, mais l'objectif, c'est que vous puissiez, avec le même tarif, utiliser y compris le train. Voilà. D'où l'intérêt aussi de travailler sur les pôles d'échange à Cherbourg et Valognes. Et dernière brique servicielle prévue, ce serait le lancement de l'autopartage. Donc l'autopartage, c'est quoi? C'est d'avoir une flotte de véhicules sur la voie publique qui puissent être utilisés par tout à chacun. Ils appartiennent à la collectivité et l'usage est partagé. Donc, vous pourrez ouvrir un véhicule avec votre pass mobilité et utiliser pendant 1 heure ou 2 ou plus ce véhicule-là et le reposer à sa station. Et voilà pour finir donc la cartographie du réseau de transport, donc en dehors des autres services de mobilité, tel qu'il est aujourd'hui imaginé pour 2023, donc abouti. On ne voit pas les lignes urbaines à Cherbourg-en-Cotentin parce que
Vu l'échelle, on n'a pas mis toutes les lignes, mais là, vous avez les lignes interurbaines qui pourraient être un petit peu modifiées hein, à la marge d'ici là, puisque c'est évolutif comme projet. Et puis qui seront complétées par tout un tas de lignes secondaires qu'on ne peut pas voir là, mais qui compléteraient le maillage et qui permettraient d'apporter aux lycéens des liaisons, matin-soir vers les lycées. L'idée étant que les lycéens qui aujourd'hui ont uniquement un aller-retour par jour, qui ont un abonnement scolaire, demain basculent sur l'abonnement commercial, qui puissent utiliser toutes les lignes du réseau, tous les services, mais qu'en contrepartie, les circuits lycéens matin-soir soient ouverts à tout à chacun. Et donc, quand aujourd'hui, il peut y avoir par exemple un circuit lycéen entre je sais pas moi, entre Beaumont, entre Vauville, par exemple Watteville, on prend Watteville-Cherbourg, il n'y a pas de ligne régulière prévue. Bah, il y a un service lycéen qui existe matin-soir, donc on pourra imaginer demain que ce soit une ligne complémentaire qui soit ouverte à tout à chacun et que des habitants de Watteville qui auraient besoin de se rendre à Cherbourg pourraient utiliser aussi ce service-là. Il n'y aurait pas contrairement aux autres lignes, il n'y aurait pas un bus toutes les 2 heures ou fréquent toute la journée, mais il y aura au moins un service qui existera matin et soir. Voilà, j'espère vous avoir pas assommé. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer le nouveau nom que va avoir ce réseau unique, où est-ce qu'on en est et c'est quoi les prochaines étapes en fait? Alors, j'ai pas le nom. Ah, mince. Il y a des idées de nom. Il y a eu une consultation qui a été menée, publique qui a été menée en décembre. On a eu à peu près 1000 retours, donc c'est bien, avec plein d'idées, Mobico, Côte à Côte, Enviage, Mauve, plein d'idées sympathiques. Donc, on a transmis les centaines de propositions à l'agence et on a demandé à l'agence de travailler sur 3 propositions graphiques et ces propositions-là, elles doivent répondre à des orientations stratégiques. Il y a 3 orientations majeures. Le fait que la marque, elle doit évoquer le territoire. Donc, il y a vraiment un enjeu de faire connaître le territoire du Cotentin, que ce soit la politique mobilité soit un vecteur d'affirmation du territoire, de l'institution et puis d'identité locale. Ça, c'est le premier vecteur. Deuxièmement, il faut que la marque elle évoque la mobilité, puisque c'est une marque de mobilité et pas une marque d'attractivité ou pas une marque de tourisme. Et puis le troisième vecteur, axe, c'est la maritimité. Alors, c'est un axe souvent qui est discuté parce que pourquoi le littoral et pas le bocage, voilà, on a discuté encore avec Benoît ces derniers jours et puis avec la collègue Fanny de la communication. Mais il y a une volonté politique d'affirmer l'aspect maritime du territoire. La maritimité, c'est aussi une dimension de mobilité. Et puis le territoire, il a quand même, à travers la maritimité, un imaginaire de désenclavement à apporter, que ce soit avec les ferries vers les îles anglo-normandes, vers l'Angleterre, l'Irlande, le passé transatlantique historique, voilà, et puis tous ces ports de plaisance qui font la richesse du littoral. Et je tiens à rappeler que c'est quand même l'agglomération qui est de très loin le plus grand littoral français. Donc, c'est quand même un aspect important. Voilà ce que je peux dire sur la marque pour l'instant. Et donc, j'ai pas de... Donc, on en saura plus quand est-ce qu'on aura le nom? Non, pour le conseil communautaire. D'accord, donc en avril. Ouais, ça va venir vite, oui. Ouais. Une petite question concernant l'attractivité touristique du territoire. Aujourd'hui, on a un territoire qui a quand même un fort potentiel touristique. Est-ce que le projet, il englobe le fait que certaines lignes pourraient être augmentées sur la période touristique de l'été, sur des lignes, je dirais, côté plage vers le centre urbain, vers les musées, vers des choses comme ça? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte.
Vous avez des lignes en plein, des tirés pleins, et puis vous avez des pointillés. Alors, si j'exclus, on a mis la ligne ferroviaire là, en pointillé, mais si j'exclus la ligne ferroviaire, vous avez par exemple la ligne A, qui est une ligne annuelle, qui fera son terminus à Orano toute l'année. Par contre, en période estivale, on prévoit qu'elle fasse une boucle dans la pointe de la Hague pour pouvoir aller desservir Manoir du Tour, Pomonville, le port Racine, Goury, et puis revenir par Joubourg. Donc là, il y a une extension estivale. Il y a également une extension estivale prévue pour la ligne, qui est une ligne quasi urbaine de Valognes-Montebourg, qui irait jusqu'à Quinville l'été. Donc ça, c'est une nouveauté. Également, la possibilité de rejoindre Port-Bail-Plage depuis Saint-Sauveur et Valognes, par cet axe-là. Et puis, on a prévu 2 options qui pourraient être déclenchées à partir de 2022, l'été 2022, qui seraient des lignes estivales spécifiques pour les 2 territoires qui ont vraiment une orientation touristique très marquée, qui sont le Val-de-Serre. Donc, on a imaginé un service régulier toute la journée pendant l'été, entre Saint-Va et pourquoi pas la pointe de Jonville, où il y a le camping et puis les plages, qui pourraient aussi desservir le fort de la Houppe, par exemple. Et puis, quand on va côté Côte des Îles, une navette entre les campings donc c'est Saint-Jean-de-la-Rivière. Saint-Georges, oui. Saint-Georges-de-la-Rivière, ouais, et puis Barneville-Plage jusqu'à Carteret. Voilà. Ok. Et puis, grosse différence avec aujourd'hui, c'est que l'ensemble des lignes fonctionneront tous les jours. Aujourd'hui, vous n'avez pas de service Manéo le dimanche et vous n'avez que 2 allers-retours le samedi. Et là, on aura une fréquence, peut-être pas exactement la même, mais quasiment identique tous les jours, samedi et dimanche y compris. Donc, quand vous arrivez le week-end dans le Cotentin, vous pouvez visiter le Cotentin, y compris au mois de mars ou au mois de décembre. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques Bon, oui, mais je viendrai t'embêter directement du coup. Non, je fais juste le lien avec le PAT. En fait, tu parlais de marchandises, où pour l'instant, c'est un axe effectivement sur lequel vous n'avez pas approfondi le travail. Nous, la question logistique au niveau du système alimentaire interroge beaucoup et revient pas mal dans les ateliers de concertation qu'on a menés. Et voilà, je serais intéressée pour qu'on poursuive un échange là-dessus, de savoir voilà, quels éléments vous pouvez avoir déjà sur ce type de sujet. Voilà. Dans les ateliers de concertation, il y en a une habitante du Cotentin qui nous disait, voilà, on est en train de travailler là sur la nouvelle offre de mobilité pour pouvoir transporter tous les habitants. Ce serait bien aussi de pouvoir transporter des paniers de légumes en plus. Donc, ce n'est pas forcément la perspective qu'on prend, mais ça m'intéresserait d'approfondir le sujet avec toi. Ouais, non, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Ce ne sera peut-être pas des gros volumes, il faut voir les contraintes, mais il y a des choses à imaginer. Pour te dire, j'ai commandé, je parle de ma vie, mais j'ai commandé une pizza l'autre soir. Et il y a un livreur qui est venu, et en fait, c'était pas via Uber ou toutes ces plateformes-là. Il montait une coopérative de livraison locale, Ouais. de livreurs que de Cherbourg et du Cotentin. Et en fait, il s'avère qu'on avait changé un peu. Et puis, il m'a dit, et puis dans le Cotentin, il prévoit qu'il y ait des bus qui circuleront partout. Et du coup, il m'a dit, il ne savait pas que je m'occupais du sujet. Et il m'a dit, on pourrait imaginer qu'on expédie des colis par les bus, etc. Ouais, je trouvais ça amusant, et il y a peut-être des choses à imaginer. D'accord, bon, on en discutera. Et est-ce que les résultats des enquêtes sont disponibles, notamment sur l'identité maritime? Parce que voilà, c'est un autre sujet effectivement qu'on a sur la stratégie maritime. Et ça m'intéresserait de voir ce qui ressort de ces 1000 retours. Oui, tout à fait. Ça, pas de souci, on peut te l'envoyer. Ouais. Je laisse la parole aux autres. Je peux même vous transmettre, si je peux vous partager, alors attendez, je vais rechercher.
Il n'y a pas de... Il faut juste que je retrouve, mais il n'y a pas de difficulté à ce que je vous partage ça. Je peux vous mettre quelques éléments si ça vous intéresse de l'enquête, des réponses. Est-ce que vous voyez le nouvel écran? Donc ça, c'était l'enquête qui a été menée en décembre là, sur la marque et la mobilité. Donc il y a eu presque 1000 réponses. Et ce qui est intéressant, qui fait qu'on considère que c'est quand même assez représentatif. Après, voilà, il n'y a pas d'échantillonnage, mais c'est qu'on a à peu près une répartition Cherbourg hors Cherbourg qui correspond à la population du territoire. Donc, on n'a pas uniquement des Cherbourgeois qui ont répondu. Et puis, donc là, vous avez quelques résultats. Donc, vous souhaitez des déplacements. Donc, ce qui ressort, c'est plus écologique en premier. Alors, ce qui n'est pas forcément la première chose qui est évoquée, qui est portée par l'institution quand on évoque ce sujet-là. Mais c'est ce qui ressort de cette enquête-là. Plus accessible, alors ça, c'est une dimension par contre qui est très fortement portée par les élus. Mieux connectés entre eux, donc ça c'est l'intermodalité, et puis plus rapide. Voilà, ça je ne sais pas si on pourra répondre complètement sur l'aspect rapidité, si ce n'est à Cherbourg en tout cas avec les aménagements prévus dans le cadre du bus nouvelle génération, mais ça restera des déplacements en autocar sur l'ensemble du Cotentin qui seront relativement lents, même si aujourd'hui, par exemple, vous faites les Pieux Cherbourg, discuter avec c'est un élu qui disait ça à la communauté de communes des Pieux, il met le même temps le matin en autocar entre les Pieux et Cherbourg qu'en voiture, parce que avec la circulation, c'est exactement le même temps, quoi. Le mode de déplacement de vos rêves, donc là vous avez des bonnes idées, mais globalement c'est assez raisonnable. Il y a un tramway quand même qui ressort, bus électrique, piste cyclable, train électrique, voilà, bus hydrogène, vélo, navette maritime. Vélib, donc là ça rejoint les services en libre accès. Vous attendez une nouvelle marque, donc là, ce qui ressort, c'est l'accessibilité très fortement sur le positionnement de la marque. Ensuite, pour qui? Pour tous. Donc, ça rejoint un peu la question que vous évoquiez, Eric, savoir voilà, pour qui on adresse ce réseau. Bon, voilà, il y a évidemment des publics à cibler, notamment le domicile-travail, mais c'est vraiment une offre pour tous. Et puis, ça, c'était ce qui ressortait sur l'aspect Cotentin. C'est-à-dire, si c'était une identité Cotentin, qu'est-ce qu'il faudrait remettre en avant? Donc, l'institution, la communauté d'agglo, puis après, beaucoup de choses sur le maritime et l'aspect nature campagne. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors même si je pense qu'il y aurait toujours moyen de poursuivre encore avec Mathieu, mais on va peut-être mettre fin à ce premier webinaire qui devait durer qu'1 heure. Donc, merci à Mathieu pour s'être prêté au jeu, pour essuyer un peu les plâtres pour ce premier webinaire qui a été décidé assez rapidement. Merci à vous de l'avoir suivi. On espère que la formule vous a plu. Si vous avez des remarques ou des réflexions, n'hésitez pas à nous les faire remonter auprès de la direction communication. Et il y aura un prochain temps d'échange, qui sera prévu le 8. Donc, l'invitation est partie ce matin. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas.
Et puis, si à un moment, vous avez des thématiques ou des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on ait un temps d'échange, n'hésitez pas non plus à nous les faire remonter. Ça sera toujours intéressant pour l'avenir. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci Mathieu. Bonne journée à tous.